n'importe quelle séance de la conférence. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec notre présentateur principal. Il a un titre très provocateur. Le prochain perturbateur ne viendra pas de la Silicon Valley. Aidez-moi à souhaiter la bienvenue à Craig Lipset, notre invité principal pour la deuxième journée. Craig est un conseiller, un éducateur, un défenseur et un innovateur axé sur de nouvelles solutions pour les essais cliniques et le développement de médicaments. Il est le fondateur de Clinical Innovation Partners, offrant des conseils au conseil d'administration auprès des sociétés pharmaceutiques, technologiques et d'investisseurs. Craig est coprésident de l'Alliance pour les essais décentralisés et la recherche, vice-président du MedStar Health Research Institute et vice-président de la Fondation pour la sarcoïdose. Il est professeur adjoint en informatique de la santé à l'Université Rutgers. Craig a été précédemment directeur de l'innovation clinique et partenaire de risque chez Pfizer et a fait partie des équipes de gestion fondatrices pour 2 entreprises de démarrage. Je veux aussi noter que Craig se décrit de cette façon-ci sur Twitter. Il se décrit comme étant un gars et ses chiens qui modernise les essais cliniques pour servir les patients. Je suis passé à travers beaucoup de son travail, c'est très impressionnant et nous en sommes les bénéficiaires aujourd'hui. Craig, son sujet, c'est les prochains dérangeurs des essais cliniques ne viendront pas du Silicon Valley. Très provoquant. Merci, Craig. Oui, merci pour l'introduction. Je suis très honoré et vraiment, j'ai très hâte de passer le temps avec vous dans la communauté ici. Je dois reconnaître que le thème d'une approche basée sur le patient, c'est très du jour aujourd'hui. Et le fait que cette réunion-ci soit là depuis tant d'années, c'est remarquable et très impressionnant. Alors, encore une fois, c'est mon plaisir d'être ici avec la communauté et de partager ma perspective de où est-ce que le prochain dérangement va venir pour les essais cliniques. Avec ce petit truc que, comme beaucoup de gens, c'est peut-être pas les gens qu'on prendrait ou qu'on penserait aujourd'hui. Alors, comme il a été mentionné, j'ai beaucoup d'affiliations passées, présentes, pour profit, sans profit. Mais la perspective, les vues que je vais partager ne viennent pas nécessairement, sont pas représentatives de ces organisations. C'est mes pensées aujourd'hui basées sur l'agrégation de beaucoup des choses que je suis capable de voir de toutes ces différentes organisations-là. Alors, commençons. C'est toujours intéressant de voir ce mot-là, dérangement, dans un titre de présentation. Je penserais qu'on commençait avec une définition. Puis la définition que je vais utiliser aujourd'hui met vraiment l'emphase sur le dérangement dans les entreprises. C'est une définition ici de Jean-Marie Droux. La définition, c'est dérangement, c'est un processus de briser la convention pour accélérer le mouvement vers l'avenir. Alors, ce qu'on brise, ce sont les standards, les présomptions et c'est intéressant de voir le dérangement comme un processus, pas juste un événement, pas juste un moment. OK, alors pour le temps qu'on est ensemble aujourd'hui, il y a 3 thèmes qu'on va discuter. D'abord, on va commencer avec juste un début. Alors, c'est quoi qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, les tendances aujourd'hui et certaines opportunités pour les innovations dans les essais cliniques et les choses sur lesquelles on va mettre l'emphase aujourd'hui. Puis on va prendre ça pour aller vers de l'avant. Puis on va partager des considérations sur qui va contrôler et prendre la roue pour l'innovation vers l'avenir. Mais commençons la conversation, c'est où est-ce qu'on est dans nos tendances, dans l'environnement aujourd'hui. Alors, il n'y a pas peu de signaux intéressants puis de titres qu'on voit, soit à Los Angeles ou dans la presse des entreprises, soit les grosses technologies qui rentrent dans cet espace-là, les grosses compagnies de technologie de Amazon, Microsoft, Google, qui prennent un intérêt dans les essais cliniques, les sciences de la santé.
Est-ce qu'ils vont être un allié ou est-ce qu'ils rentrent pour faire le style de dérangement qu'ils ont amené à tellement d'autres segments? Alors, les signaux sur l'utilisation des sensors, des appareils qu'on porte, comment est-ce qu'on peut utiliser ces technologies-là pour améliorer comment on mesure dans nos essais cliniques, mesurer pour comprendre qui va être éligible pour la participation des essais ou mesurer l'efficacité des nouveaux médicaments en modernisant nos résultats et les mesures de résultats pour améliorer comment on va capturer et comprendre les données de sécurité associées à un nouveau médicament. On voit aussi des signaux importants sur les défis de représentation, de diversité, le manque de diversité dans nos essais cliniques. Dans les dernières années, ce volume-là a augmenté beaucoup et plus qu'avant. Il y a beaucoup d'initiatives, des investissements qu'on n'a jamais vus dans les dernières années malgré être au courant de ce manque de représentativité. Et beaucoup de ça a amené beaucoup d'intérêt, d'attention des communautés de régulation avec des guidances, des recommandations qui ressortent du FDA, mais aussi de la politique aux États-Unis qui suggère qu'il pourrait y avoir des incitatifs, des pénalités avec l'inclusion, la représentation ou manque de. Alors, il y a certainement beaucoup de buzz autour des mots comme centré sur les patients ou essais cliniques. Et ça, je pense que on se rend compte depuis qu'avant ces mots-là deviennent prévalents dans le média, mais aujourd'hui, c'est tellement utilisé, il y a tellement une utilisation vague des mots que beaucoup se demandent qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a certains joueurs qui surutilisent ce que ça veut dire centré sur les patients, ce qui est peut-être juste une extension de ce qu'on fait depuis des années. Puis là, en sortant de la pandémie, il y a un intérêt, une curiosité sur comment est-ce qu'on amène cette énergie, cette innovation, cette vitesse à tous nos programmes de développement. Comment est-ce qu'on amène le sens d'urgence qui a bâti tellement de la médecine et pour d'autres populations de patients. Et comment est-ce qu'on fait ça sans briser le système? Parce que tellement de la vitesse a été poussée par le capital humain puis les ressources humaines, puis juste mettre les gens en 24/7 et clairement d'une façon, un modèle non soutenu. Mais si il fallait que je donne deux signaux, je mettrais ceux-ci. Il y a la concentration sur les sciences des données, la technologie. Comment est-ce que j'utilise les données diversifiées, puis comment est-ce que je prends avantage des meilleures technologies pour améliorer comment je capture et je comprends les données. Et aussi l'attention sur l'inclusion des patients, la centralisation du patient. Comment est-ce que ça va être utile pour le patient, pour les participants qui vont être là et comment est-ce que je vais investir pour s'assurer que tous ceux qui peuvent participer sont capables de participer. Alors, parlons un peu maintenant de comment est-ce que les recherches, les sponsors en pharmaceutique, dans les différents endroits où l'investissement et l'innovation se passent. Aujourd'hui, je dirais que à peu près tous les grosses, moyennes compagnies de biopharmaceutiques ont leur doigt dans 5 de ces champs-là ou presque tout. Alors à gauche, c'est comment amener plus de données de la vie réelle dans les programmes de recherche prospective, pas en tant qu'alternative aux essais cliniques conventionnels, mais comment est-ce qu'on peut amener des essais cliniques de vrais jours peuvent aider à complémenter. Puis la raison que je vais dire que les données de monde réel vont pas remplacer les essais cliniques, beaucoup d'entre nous étudient des médicaments d'investigation, donc il n'y a pas de données de monde réel. Il va toujours falloir qu'il y ait une connexion, mais c'est impossible de les utiliser pour. On a parlé aussi des investissements pour pousser plus de diversité, d'inclusion. Alors, comment est-ce que on amène de la confiance où il n'y en a pas eu pendant des années? Puis est-ce qu'on est préparé d'avoir les engagements à long terme requis
pour avoir cette confiance-là, pour vraiment pousser un changement digne de ce nom. Et certainement, pendant les essais cliniques pour les vaccins COVID, plusieurs jalons ont été faits pour la diversité. Puis comment est-ce qu'on continue d'amplifier ça, de faire du bon travail, mais de façon plus soutenue? Il y a eu beaucoup d'investissements dans les communautés de recherche pour mieux dessiner, créer les essais à travers les données, la technologie. Comment est-ce qu'on peut utiliser des données, des données d'épidémiologie, des dossiers médicaux électroniques, de l'intelligence, pour que ça vienne tous ensemble pour créer un essai clinique qui fonctionne la première fois. Le modèle de commencer une étude et ensuite faire pause pour ensuite changer des protocoles, ça coûte cher et ça ralentit le processus. Et honnêtement, ce n'est pas un processus juste pour les patients qui ont décidé de participer tôt dans le programme. Alors, c'est mieux d'utiliser des données et créer ces essais cliniques parfaitement la première fois. Puis c'est un gros morceau aussi. Et comme on a dit plus tôt, la prolifération sur les sensors, les choses qu'on porte, comment est-ce qu'on modernise les résultats ou les mesures de résultats, comment est-ce qu'on capture les mesures de façon plus utile sans utiliser les résultats qu'on utilise depuis toujours. Alors, un exemple, c'est par exemple, si on pense, tu sais, l'étude de marche de 6 minutes, ça a été un résultat qu'on utilise depuis des années pour le cœur, pour le mouvement. Les gens rentrent à la clinique, les personnels marquent dans le corridor peut-être avec du tape sur le plancher ou un cône, puis ils observent le patient marcher pendant 6 minutes, aller, venir. Puis on sait qu'on peut capturer des meilleures données aujourd'hui, peut-être utiliser une montre ou le téléphone dans nos poches. Mais utiliser ça demande un investissement de temps, d'énergie. Mais c'est ce genre d'initiatives qui vont en fait pousser ce genre de changement-là. Et à la fin, ici en haut, c'est la décentralisation des essais, les rendre plus accessibles. Puis je vais double-cliquer sur ça dans un moment ici. Mais d'abord, cette diapo montre des données qu'on est capable de collecter initialement de 10 compagnies pharmaceutiques. On a collecté ça dans les dernières semaines, puis on commence à regarder c'est quoi les champs que les organisations essayent d'avancer dans leur portfolio, que ça soit le numérique, l'innovation, puis comme on peut voir, beaucoup d'emphase aujourd'hui sur la capture de données, puis comment capter la donnée de façon plus intelligente, utiliser les données pour le design, sélection des sites, faisabilité, mais encore un peu léger pour l'amélioration de l'expérience pour les participants, puis par exemple le screening, le consentement pour les patients qui considèrent de participer dans les essais cliniques. Alors, un champ en particulier où on a vu de l'adoption remarquable pendant la pandémie, c'est ce thème de avoir une meilleure participation à partir de la maison. Dans la pandémie, on a eu l'expérience de tout, de passer à la maison, que ce soit le travail, l'éducation des enfants ou juste la livraison des emplettes. Même chose pour les essais cliniques. Alors, on a changé la participation, puis on appelle ça aujourd'hui la décentralisation des essais. Mais comme beaucoup de choses qu'on a adoptées pendant la pandémie, cette approche de aider à la participation à distance, c'est nouveau. En fait, ça vient de 2011 pour du travail que j'ai essayé de faire quand j'étais à Pfizer. Alors, le premier, l'essai clinique complètement à distance virtuelle. Puis ça l'a amené quelques années plus tard avec l'initiative d'essais cliniques virtuels avec le FDA. Puis il y a eu des recommandations en 2018, bien avant la pandémie. En fait, en janvier 2020, avant les lockdowns de COVID-19, ça c'est une diapo que j'ai présentée à une réunion qui montre les 17 ans d'histoire de décentralisation d'essais cliniques. Mais le thème pour cette diapo-là, c'était qu'il y avait plus d'offres dans le marché.
Puis j'ai juste mis ça sur mon compte Twitter. Si vous êtes sur Twitter, vous pouvez cliquer sur moi, Craig Lipset, puis vous pouvez voir cette diapo-là beaucoup plus grosse, avec beaucoup plus de résolution. Mais le thème clé ici, c'est que la COVID-19 n'a pas poussé l'innovation. Ça n'a pas été le catalyste pour les nouvelles approches créatives. Ça a juste poussé l'adoption d'une meilleure façon de faire la business qu'on a toujours essayé d'implanter, puis qu'on a eu de la difficulté à pousser le changement. Mais l'histoire de la décentralisation ne finit pas aujourd'hui, c'est vraiment le début, parce que comme beaucoup de changements qu'on a eus à travers la nécessité de la pandémie, les changements deviennent normalisés, stabilisés dans plusieurs organisations. Alors, ce qu'on voit, c'est de plus en plus de recherches, de sponsors qui utilisent la décentralisation comme un nouvel outil dans leur boîte à outils. Ils utilisent le vidéo pour les réunions, pour les visites médicales ou les livraisons pour livrer les médicaments à la maison. Ça et encore plus, mais ça, c'est vraiment le début du processus. Alors, ça a été implanté pendant la pandémie avec beaucoup d'urgence, mais ça va peut-être pas être l'état final. Aujourd'hui, on voit tellement d'études qui sont passées la maison. Là, c'est des unités de recherche mobiles ou comment les visites peuvent être à l'intérieur des magasins comme la pharmacie ou peut-être c'est le Walmart ou même avoir les visites pour être dans un environnement à confiance comme le médecin local ou juste la clinique locale. Alors, le désir pour plusieurs gens dans les essais cliniques avec à la maison, le décentralisé, c'est pas tellement que toutes les visites se passent à la maison, c'est vraiment comment est-ce qu'on crée du choix, de la flexibilité si vous êtes mon âge ou plus vieux. C'est peut-être une histoire comme créer votre propre histoire dans les livres quand on était des enfants. Mais si on voit beaucoup de flexibilité dans les outils avec lesquels on interagit de façon régulière, mais si c'est juste un exemple de commander de la nourriture aujourd'hui à partir d'une application, on voit du choix de plus en plus. Est-ce que vous voulez manger à la table, livrer, ramasser par par automobile? On le voit la même chose pour le détail. Alors, comment sur une base de visite par visite, est-ce qu'on peut avoir des protocoles pour leur donner le choix? Alors, visite 1, est-ce que ça doit tout être dans la clinique? Est-ce qu'on peut donner des options pour la visite comme la maison, vidéo, une infirmière ou venir à la clinique parce que on se sent plus familier, plus en sécurité. Alors, je veux renforcer ici que bouger les places, c'est vraiment basé sur la préférence du patient. C'est pas la fin du site d'investigateur parce que les gens aiment souvent leur expérience. Le défi, c'est qu'ils veulent pas les sites de recherche. Le défi, c'est qu'ils peuvent pas se rendre. Et souvent, ils ont besoin de plus de flexibilité et des meilleures options pour la visite. OK, on a parlé un peu des tendances et on a parlé un peu de certaines opportunités où le pharma, les autres sponsors font de la recherche en ce moment. L'autre question alors, c'est si ça, c'est l'avenir qu'on voit à l'horizon, qui va pousser ce changement-là? Et là, une question, c'est qu'on entend souvent l'histoire des patients qui sont invités à avoir un siège à la table. Puis ça a de la promesse, surtout où les patients se sentent confortables dans les années en tant que ressources extérieures ou adjacentes. Mais aujourd'hui, avoir un siège à la table, ça peut nous amener à d'autres questions. Et ça ici, certainement, c'est une image qui peut évoquer certains sentiments sur quelle sorte de table on vous met. Alors, où est-ce qu'on vous assoit? Est-ce que c'est à la table des grands ou est-ce que c'est à la table des petits? Puis est-ce que toutes les chaises égales, est-ce que ce sont tous des chaises permanentes ou est-ce que ce sont des chaises de bridge pliantes qu'on amène une fois de temps en temps puis qu'on enlève après certains plats? Mais je pense que la question fondamentale ici pour beaucoup d'entre nous,
c'est qu'on parle d'avoir une siège à la table. Et la question, c'est à quelle table on s'assoit? C'est la table à qui? Si on présume qu'une compagnie pharmaceutique ou un autre joueur, c'est eux qui donnent les invitations pour se joindre à la table, il va toujours avoir un manque d'équilibre dans la relation. Ou est-ce que la table est vraiment équitable, où tout le monde a de la représentation partagée ou égale? Ou est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui ont le droit d'être propriétaires de cette table? Alors, si on parle maintenant de certains trucs qui peuvent nous faire penser à qui est propriétaire de cette table et d'être en même position pour inviter les autres. Parce qu'on ne devrait pas présumer que tout le monde qu'on connaît aujourd'hui dans l'écosystème a un droit à être là. Alors, si on pense des joueurs dans la recherche clinique aujourd'hui, je dirais que si vous êtes en ce moment un joueur dans les essais cliniques, mais dans les modèles d'avenir, vous n'ajoutez pas de valeur, faut accepter l'obsolescence et passer à autre chose, parce que ceux qui ont un sentiment d'urgence pour l'action et le changement, et si vous ne rajoutez pas de valeur, vous êtes probablement en train de ralentir le progrès. Alors si on parle des joueurs aujourd'hui, la régulation, les CRO, les sites, la pharmaceutique et les patients, il y a probablement des avenirs où plusieurs de ces joueurs-là pourraient devenir obsolètes. L'obsolescence, ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Si on pense de la régulation, certainement dans les pays comme les États-Unis, les politiques changent droite-gauche entre la dérégulation et la régulation, et on voit l'opportunité à travers le ICH, la conférence internationale sur l'harmonisation, pour essayer d'harmoniser les processus de régulation et de réglementation. Et un autre scénario serait en tant que les pensées de réglementation deviennent globales, c'est quoi le rôle des réglementations locales quand tout devient global en nature? Et quand on parle des réglementations, il y a aussi des changements pour aider aux approbations par étapes. Peut-être on pourrait générer des approbations basées sur des très petites populations et juste utiliser les données capturées à travers les petites populations pour étendre les règlements. Et qu'est-ce que ça veut dire pour la réglementation dans l'avenir? Alors, les CRO, c'est des organisations de recherche clinique. Alors, c'est domestique, multinational, mais qui sont critiques en tant que les bras, les jambes de la recherche et du conduit. Beaucoup de pharmaceutiques n'embauchent pas tous les gens qu'on a besoin à travers le monde pour faire les essais cliniques. Mais comme on voit de plus en plus d'utilité dans le numérique, la technologie, comment est-ce qu'on utilise plus d'automatisation? Automatiser comment on capture les données, la qualité et la vérification. Et est-ce qu'on va commencer à éliminer certains des rôles que les CRO ont joués dans le processus, ou est-ce qu'il y a des avenirs où le rôle du CRO a tellement changé que le CRO tel qu'on connaît est en fait déplacé avec cette technologie et maintenant obsolète dans sa forme initiale? Alors, il y en a d'autres à l'avenir. On a noté qu'il pourrait avoir une obsolescence de sites de recherche comme on les connaît aujourd'hui. Et on voit des avenirs où il y a de plus en plus de centralisation de vérification de sites. Alors, par exemple, les gros sites académiques qui donnent la plupart des vérifications utilisant la vidéo, d'autres approches qui permettent aux participation à travers de docteurs de communauté. Est-ce qu'il y a un avenir où les grosses infrastructures de sites seraient vraiment différentes avec un très petit chiffre de sites de recherche concentrés, par exemple dans la communauté avec les médecins de famille, pour rendre ça plus accessible? Alors, de façon très intéressante, il y a des avenirs où la pharmaceutique aussi serait obsolète comme on les voit aujourd'hui, et présumant qu'une compagnie pharmaceutique va toujours avoir le droit d'être ceux qui invitent d'autres à la porte. Ça sera peut-être pas le cas dans l'avenir qui pourrait exister. Surtout si on voit des approches qui
l'argent, les données, les processus d'études, les technologies, est-ce qu'il y a moins de dépendance sur le rôle de payeur central quand tous ces outils-là et processus seraient disponibles? Alors, je vais partager quelques pensées là-dessus dans un moment. Et de façon intéressante, un joueur qui, en fait, aimerait peut-être être obsolète un jour, c'est les patients, les participants eux-mêmes, parce que les patients ne veulent pas faire partie d'une étude clinique, ils ont juste de la difficulté à avoir accès aux nouveaux traitements. Alors, s'il y a des avenirs qui peuvent donner une meilleure utilisation sur les données synthétiques qu'on peut utiliser ou créer un jumeau numérique de moi-même en utilisant différentes façons, s'il y a des avenirs où on peut utiliser un jumeau numérique de moi, de participer dans un essai clinique pour évaluer de façon virtuelle, pour voir, je suis pas sûr que beaucoup de patients s'objecteraient à ça, surtout si le résultat, c'est moins de gens sur un placebo ou un contrôle. Et surtout, ça veut dire qu'on peut quand même avoir des nouveaux médicaments sur le marché. Alors, une façon que j'adore amener toute la conversation ensemble, c'est la question qui a le droit d'être dans ces avenirs-là. Et comme on a parlé très souvent, la personne qui invite les autres à la table, ce sont les gens qui ont le contrôle sur l'argent requis, qui ont accès à l'habilité d'agréger et de collecter des données, des évidences, et ont aussi la motivation et l'urgence. Alors, historiquement, ça a été les compagnies pharmaceutiques, et quand on pense des dérangements dans cet espace, c'est très facile pour plusieurs de pointer vers la Silicon Valley, parce que les grosses compagnies de technologie ont été des gros dérangeurs, une force de dérangement pour tellement de verticales. Si on pense le commerce de détail, l'épicerie, comment on conduit nos véhicules, ces technologies-là ont été des grands dérangeurs. Mais est-ce que c'est eux qui ont tous les ingrédients pour être les leaders du processus en avançant? Et j'aimerais ça qu'on pense de cette dernière question-là, puis j'aimerais ça qu'on pense du développement de médicaments et la recherche clinique comme tellement de choses. C'est vraiment juste une collection de processus. Il faut être tellement d'accéder à l'argent dont on a besoin, parce que c'est pas rien. Il y a un besoin de recherche de base pour identifier les cibles, les nouvelles molécules à développer. Il faut être capable d'accéder aux cohortes de gens, de populations de patients qui peuvent nous aider à évaluer si les nouveaux médicaments fonctionnent ou non. Il y a des processus discrets dans les essais cliniques, de la création, de design, faisabilité, comment est-ce qu'on va collecter nos données pour comprendre l'efficacité, la sécurité, l'innocuité de ces médicaments-là. Puis on arrive finalement à un engagement avec des autorités cliniques. Donc, la réglementation, donc présenter les données pour bâtir un cas sur l'efficacité, la sécurité du nouveau médicament. Le processus au complet passe à travers une pharmaceutique. Ils sont devenus les maîtres de ce processus-là. Ils sont devenus très bons et de meilleur en meilleur à amener différents joueurs à cette table-là. Mais la question que je poserai ici, c'est quand on avance, est-ce que ça va toujours être les pharma qui vont inviter, par exemple, les patients à la table, ou est-ce qu'il y a des avenirs où ça, on tourne ça sur la tête? Est-ce qu'il y a des futurs où les patients organisés s'avancent et contrôlent tous les processus dans les étapes? Parce que, comme on va parler, il y a des exemples où des organisations de patients sont propriétaires de tous les processus qu'on a parlé. Puis juste comme une compagnie pharmaceutique sont devenus très bons à avoir une fonction intégrée à travers tous ces besoins-là, est-ce qu'il va y avoir des futurs où les patients organisés vont en fait participer dans tout ça et peut-être eux vont inviter la pharma à la table pour avoir le soutien en étapes, que ce soit la manufacture ou d'autres expertises, dans un processus qui en fait est contrôlé par les patients eux-mêmes. Alors, qu'est-ce que je veux dire par ça? Ben, un exemple serait sur l'argent.
pour le développement de médicaments. Puis encore une fois, c'est pas rien, mais on a vu des modèles émergents où les patients ont démontré la capacité d'organisation à travers des modèles comme le crowdfunding ou d'autres approches. On a vu la fibrose cystique à travers la fondation de fibrose cystique ont été capables d'investir dans des compagnies de biotech comme Aurora Biosciences et un autre pour amener des nouveaux développements à travers Mais le catalyse de ça, c'est l'argent des patients par la fondation de fibrose cystique. On a vu d'autres espaces où des campagnes de crowdfunding qui ont essayé à travers les patients de générer le capital dont on a besoin pour ce processus très cher pour sortir les médicaments des congélateurs jusque dans les cliniques. Des plateformes comme iCancer en Europe qui ont amené un programme de vaccination contre le cancer aux essais cliniques. Puis on a vu d'autres propositions très provocatives. Une qu'on peut discuter un peu, mais je peux aussi mentionner de certaines ressources en ligne avec Alexander, les propos plutocratiques qu'on appelle, où certains programmes de développement pourraient être payés par des individus à très haute valeur qui pourraient payer pour le développement en échange contre un siège. Peut-être qu'il y a des questions d'éthique pour certains ici, mais c'est un propos très provocateur. Si un essai clinique qui pourrait avoir 30-50 personnes et qui n'arrivera pas à cause de manque d'argent, s'il y a une personne riche qui est capable de payer pour tout le programme en échange d'un siège à cet essai clinique-là, il y a un bienfait à 49 autres patients et tous les patients qui vont suivre. Alors, c'est une question provocative. Je ne dis pas qu'il y a une réponse définitive d'une façon ou d'une autre, mais il y a eu le Wellcome Trust qui ont écrit des articles très intéressants qui mettent à défi les présomptions qu'on devrait dire non directement, qui ont en fait un mérite à considérer. Et il y a des gens qui utilisent le blockchain ou d'autres modèles pour les modèles, comment on pourrait mieux distribuer ces modèles-là. On s'attend pas. Est-ce que d'autres façons ou des cohortes d'individus pourraient ramasser l'argent pour avancer un programme de développement de médicaments? Puis dans le monde de recherche fondamentale, certainement on a été capable de voir des patients avancer des initiatives clés. On a aussi vu une grande démocratisation de technologies de pointe sur comment le faire soi-même, et la communauté de biohacking est capable d'utiliser les types de technologies que il y a juste quelques années auraient été restreints aux académiques d'élite, mais aujourd'hui c'est presque des propositions communautaires où plusieurs personnes peuvent faire des expérimentations et voir quel genre de découvertes on peut faire et on peut rendre disponible à tous. Et quand on regarde l'habilité de trouver des patients, des communautés, que ce soit les communautés patients sociales en vraie vie, c'est devenu tellement une grande partie des développements de médicaments. Et ils vont continuer à l'être. Et c'est intéressant de regarder qu'est-ce qui arrive quand on donne l'habilité aux patients, aux communautés, à amener et partager leurs propres données pour que ces patients-là font pas juste partager des histoires, des anecdotes, des expériences, mais sont aussi capables de partager des données structurées, riches, électroniques et médicales dans le processus. Et il y a aussi des places où les patients contribuent à la recherche. Je pense que des réunions comme juste le pacte, comme on est aujourd'hui, la voix des patients, c'est pas nouveau et ça devient juste plus clair, plus mature, mais en même temps, le sort d'outil, de plateforme qui était anciennement isolé pour les processus chers et d'élite sont maintenant démocratisés. Si on regarde dans le passé,
ce qu'on aurait requis une grosse infrastructure de données. Et aujourd'hui, on peut utiliser les Apple Research Kit ou le Android Study Kit pour créer les outils sur lesquels on peut baser une étude de recherche clinique. Alors, tout d'un coup, ces processus chers et ces outils dispendieux deviennent de plus en plus disponibles et même pour les patients pour faire leurs propres études. Alors, l'habilité pour les patients de amener leurs propres données de vie réelle, c'est de moins en moins une fantaisie et un rêve. Alors, des avenirs où les patients sont vraiment dans le siège de conducteur pour les essais cliniques connectant leurs propres dossiers médicaux électroniques, leurs propres données et ajoutant d'autres sortes de données patients. Encore une fois, on a des exemples dans l'écosystème où les patients font ça eux-mêmes. Un bel exemple, c'est quand on regarde les patients comme dans le LSA, la communauté où il y a plusieurs années, il y avait des données qui étaient rentrées en Italie qui suggéraient que le lithium avait des effets positifs sur les résultats de LSA. Puis les investigateurs ont commencé à créer des protocoles, avoir de l'argent pour identifier si le lithium pouvait fonctionner. Alors les patients, et comme dans la plateforme Patients Like Me, ont commencé à partager des données structurées et à travers des outils comme Google Sheets et autres. Et à travers ces outils-là, ces patients-là ont été capables de répondre aux questions avec des plus grandes d'échantillonnage que pour montrer que le lithium ne montrait pas de résultats. Et à travers ces données agrégées, générées bien avant une étude a été payée avec des protocoles, et pour arriver exactement à la même conclusion. Finalement, c'est pas un secret que des réglementeurs essayent et utilisent la voix des patients dans leurs décisions de réglementation. Les patients ont déjà mérité cette position en tant que voix de confiance quand les entités de réglementation veulent regarder et considèrent les données qui sont générées. Alors, si on revient à travers le processus de soumission. Alors, mon message ici est en deux parties. D'abord, c'est incroyable de voir la façon comment les patients organisés ont un impact sur chaque étape du développement de médicaments. Pour plusieurs d'entre nous, on aurait vu certains exemples en silo dans un coin ou un autre. Mais le deuxième niveau qui est excitant, c'est de voir, juste comme une compagnie pharmaceutique a maîtrisé l'habilité de s'intégrer dans tous les silos. Je pense qu'il y a vraiment des avenirs où les patients organisés vont être exactement dans cette position-là. Alors, bâtir le dérangeur pour les essais cliniques va probablement pas être juste la Silicon Valley ou une compagnie de technologie. Ça va probablement venir des joueurs qui ont déjà maîtrisé ces processus-là dans différents silos, et pendant que eux bâtissent ces compétences, ça va être les patients organisés eux-mêmes qui vont être les meilleurs dans cette position-là. Alors, j'aime rappeler mes amis dans la pharmaceutique qu'ils travaillent fort pour faire beaucoup pour les patients puis les joueurs, que être à l'avant-plan dans la médecine et d'inviter les autres à la table, c'est pas un droit, c'est un privilège. Et si le temps vient où ils sont pas capables d'être à l'avant-plan de la table avec le sens d'urgence, alors ça va être le bon moment pour prendre un pas de recul, parce que le prochain dérangeur de ces cliniques, ça va très bien être vous, les patients eux-mêmes, et en particulier quand les patients continuent à s'organiser puis à prendre possession des étapes et regarder latéralement puis combien d'étapes ils sont déjà propriétaires, et eux-mêmes peuvent être les prochains leaders intégrés dans la recherche clinique, dans le développement des médicaments.
Alors, je vais vous laisser ici. Ça a vraiment été un plaisir de partager de quoi pourrait avoir l'air l'avenir dans cet espace. J'ai hâte de voir les autres présentations ici aujourd'hui. Si vous avez des questions sur le contenu aujourd'hui, voici ma connexion sur Twitter @GregLipset. Je suis toujours très heureux d'entendre parler de vous sur les réseaux sociaux. Très heureux de partager avec vous aujourd'hui. Craig, je veux te remercier pour vraiment une présentation tellement dérangeante. Je vois beaucoup de consumérisme, le concept de consumérisme qui a été appliqué aux essais cliniques. J'adore l'analogie de la table parce que ça offre vraiment des questions très simplistes que les gens peuvent demander pendant le processus. Alors, c'est à qui la table? Qui invite? C'est quoi les chaises des gens à la table? C'est des questions vraiment simples pour structurer une conversation sur pourquoi les patients peuvent être les dérangeurs. Alors, merci beaucoup pour une présentation. Est-ce que vous pouvez nous donner votre handle Twitter? Pouvez-vous le dire encore une fois? Absolument. Sur Twitter, c'est @CraigLipset, juste mon nom. Et aussi disponible sur LinkedIn aussi. Puis très heureux d'entendre les questions, les pensées des gens sur ça. Oui, et pour les gens, Cancer Colorectal Canada serait très heureux de vous connecter à Craig si vous avez des questions. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui et merci pour votre temps et vos pensées inspirantes. Merci.